D'abord, les événements sur le terrain. Nous sommes ce soir avec Sylvie Berman. Bonsoir, Manon de Massandris. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Elisabeth Shepard-Selam, spécialiste de défense et de sécurité américaine. Ça n'est pas indifférent. Le général Yakovlev. Bonsoir, mon général. Bonsoir, pas américain. Merci d'être là, mais qui a travaillé très longtemps avec les Américains. Et Renaud Girard, grand reporter, chroniqueur international pour le Figaro. Merci à vous aussi. Regardez d'abord ces images. C'est un coup réussi, coup majeur du point de vue des Ukrainiens. Un drone Magura a réussi à abattre des avions de chasse russes. On est au-dessus de la mer Noire et on sait combien cette maîtrise de la mer Noire et du ciel de la mer Noire compte. Général Yakovlev, c'est un moment de cette guerre très important. Grande fierté des Ukrainiens. Ils multiplient ce soir les déclarations pour dire regardez ce que nous pouvons faire, contrairement à ceux qui nous donnent perdants. Oui, et alors c'est pas le fait de flinguer un avion, bon, c'est pas la première fois, il y en aura d'autres. Les Russes en ont encore un certain nombre à perdre. C'est surtout Poutine qui dit depuis le début, il faut que, s'il y a un accord de paix, qu'il tienne compte des réalités. Et ben il y a une réalité qui n'est pas à son avantage, c'est la mer Noire. Et là, dans le cadre d'un accord global, il faudra aussi qu'on tienne compte du fait que la Russie a été quasiment éjectée de la mer Noire. Et par exemple, en cas d'accord global, est-ce que les bateaux gris, la flotte de guerre russe, pourrait revenir à Sébastopol ? C'est une vraie question. Et là, il faut vraiment se la poser en ces termes. Les Ukrainiens ont gagné la bataille de la mer Noire. C'est très spectaculaire de voir ça, Elisabeth Shepard-Selam. Il faut voir d'où c'est parti, c'est-à-dire ces drones Magura. C'est un drone naval. Il y a quelque temps, on ne savait même pas ce que c'était qu'un drone naval dans le grand public. On commence à découvrir qu'on progresse à ce point dans la stratégie des drones qu'on en est là. On en est là et c'est aussi cette signe de l'innovation et de cette capacité des Ukrainiens qui n'ont plus de bateaux, de navires navals, qui, quand même, arrivent à décimer un certain nombre à la fois des navires et là des avions russes, à partir de drones qui sont vraiment l'avenir de la guerre. Aux États-Unis, on parle beaucoup de ces drones navals parce que c'est vraiment un usage très important et très intéressant. Je suis très impressionné par ce progrès de la marine ukrainienne. J'avais traversé l'Ukraine en mai 2022 avec l'ingénieur, le concepteur du missile qui avait coulé le Moskva, donc le navire amiral de la flotte russe, mais dont l'usine de missiles avait été bombardée, elle était dans la région de Kiev, et qui cherchait en Ukraine, et j'étais avec lui, on cherchait un emplacement plus fiable derrière les Carpates, et qu'il a trouvé. Mais à l'époque, il était inquiet, et à l'époque, évidemment, les Russes contrôlaient toute la partie occidentale de la mer Noire, et bloquaient surtout le port d'Odessa, qui était fondamental pour exporter le blé, qui est la grande, évidemment, production de l'Ukraine, puisque l'Ukraine a toujours été le grenier à blé de toute l'Europe de l'Est. Et le fait d'avoir non seulement complètement débloqué toute cette partie occidentale de la mer Noire, le port d'Odessa, et d'inquiéter, d'obliger les navires de guerre russes à aller le plus à l'est de la mer Noire se réfugier, c'est une victoire considérable. Et effectivement, ça donne du grain à moudre au président Zelensky quand il dit eh bien oui, notre faiblesse, elle est où ? Parce que ils ont perdu quelques villages, mais ils n'ont pas perdu de grosses villes sur le front terrien terrestre. Le front n'a pratiquement pas bougé, si vous voulez. Et donc effectivement, là, ils montrent, et c'est assez bienvenu de leur part, de la part de leur stratégie, de montrer ça au moment même où Vladimir Poutine a réussi à amener les grands de ce monde, le chinois, peut-être pas l'indien, parce que je pense que l'indien, il a d'autres chats à fouetter en ce moment, mais le brésilien, le chinois à Moscou. Là, ils montrent au monde entier qu'ils tiennent bien et qu'ils réussissent des exploits. Oui, alors d'abord il y a deux choses, c'est qu'effectivement dans le domaine des drones, il y a une supériorité ukrainienne, mais ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les armées du monde aujourd'hui, on souhaite se doter de drones en se référant au modèle ukrainien. C'est le cas du Pentagone également, puisque dans son projet de budget à 1000 milliards de dollars figure un programme de drones très, très important. Et donc effectivement, il y a cette supériorité
Il y a un regain d'espoir ukrainien. Les guerres ont des hauts et des bas, des moments de haut et des moments de bas. Oui, non, tout à fait. C'est-à-dire que Volodymyr Zelensky a retrouvé de l'assurance. Parce qu'après la scène dans le bureau ovale, il était un petit peu sonné. Et en fait, il n'osait pas prendre d'initiative et il déclarait s'inscrire dans les pas de la négociation américaine. Aujourd'hui, il reprend une certaine forme d'autonomie après la rencontre au Vatican. Et puis, parce que effectivement, Poutine ne donne rien pour le moment aux Américains. Il faut dire diplomatiquement, on peut considérer qu'il avait fait peut-être une erreur. Il n'aurait pas dû parler devant les journalistes le 28 février dans le bureau ovale. C'est de vives allusions à cette rencontre. Mais depuis, il a remarquablement joué parce qu'il a, sur le fond, rien cédé, mais il a été accommodant, il a accepté le cessez-le-feu des 30 jours. Donc il s'est révélé, je trouve, dans la dernière période, là, un remarquable diplomate, en étant bien avec les Européens, tout en ménageant l'Américain, en arrivant finalement à gagner un peu Trump à sa cause. Et il a très bien, je trouve, là, au cours des 3 derniers mois, défendu les intérêts de son pays. Et on sent dans le ton des communiqués ukrainiens cette sorte de retour, disons, d'espoir, d'espérance. Renseignements ukrainiens. Pour la première fois au monde, nos guerriers ont détruit un avion de combat ennemi grâce à un drone naval Magura. L'avion de chasse de l'État agresseur russe a pris feu dans les airs et s'est finalement abîmé en mer au fond du domaine impitoyable de Neptune. Voilà, c'est un peu le style de l'Iliade à la fin, mais ça montre bien, c'est pas inintéressant. On comprend bien là qu'ils se disent tiens, peut-être que le chat de l'aiguille est plus large qu'on ne pensait. Oui, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Je reviens sur l'importance de cette, entre guillemets, victoire dans la mer Noire. Comme disait Renaud Girard, par exemple, les Ukrainiens ont exporté plus en 2024 qu'en 2021. Donc ils ont retrouvé leur liberté d'action. Maintenant, sur Zelensky, la position de Zelensky, je crois que ce qui fait maintenant sa force, c'est qu'il commence à se faire jour dans l'esprit de Trump, qu'en fait, il ne le maîtrise pas. Quand Trump dit « j'ai toutes les cartes », Zelensky, il en a une qui est le refus. Et là, Trump ne peut rien faire. Et il commence à se rendre compte « je vais me retrouver comme un con, j'ai promis qu'il y aurait un accord ». Sauf que je ne vais pas pouvoir avoir un accord. Et Trump n'avait pas toutes les cartes en main à partir du moment où Zelensky n'était pas soumis. Et depuis, Zelensky, comme vous dites, a très bien joué. Voyons bien que action, réaction dans les deux sens, c'est-à-dire que la Russie, elle aussi, tente toujours d'impressionner les Occidentaux par ses moyens de frapper jusqu'à Kiev. C'est cette nuit, à nouveau bombardée dans une attaque nocturne. Là aussi, ce sont des drones, mais des drones, disons, plus classiques, sont les drones, je pense, iraniens. C'est ça qui sont en usage. Ça doit être en grande partie les Shahed de fabrication iranienne ou à la manière iranienne. De nombreux blessés. Il faut rappeler que la capitale est toujours prise pour cible. Voilà, les bombardements de la nuit, les bombardements il y a quelques jours extrêmement dévastateurs qui avaient fait date. Alors on comptait plusieurs morts et des dizaines de blessés. On voit quand même que, encore aujourd'hui, malgré que l'aide militaire américaine continue, on ne peut pas arrêter tous les projectiles russes. Non, et de moins en moins, parce qu'il manque de missiles. Même les Américains manquent de missiles. Alors ils viennent d'en vendre un paquet aux Israéliens, mais voilà, on arrive... il y aura des trous et il y aura de plus en plus de trous. Ce qui montre aussi toute la perversité du soi-disant... on va en reparler tout à l'heure, peut-être le cessez-le-feu... le cessez-le-feu du 9 mai, là, c'est complètement pervers quand on voit ça qui arrive avant. Bon. Tout ça pourrait-il continuer, c'est-à-dire que les États-Unis pourraient-ils lâcher l'affaire? Il y a une déclaration aujourd'hui, ce soir, de Donald Trump qui semble indiquer encore davantage. Il avait déjà agité l'idée, mais cette fois, il va peut-être un peu plus loin. Il parle à CBS et il dit oui. On pourrait... il y a tellement de haine entre ces deux nations que peut-être que je devrais lâcher l'affaire. Selon vous, est-ce qu'il est possible que Trump se dise « je vais continuer séparément ». À un moment, je finirai peut-être par leur dire « ok, continuez comme ça, continuez d'être bête ». Parfois, j'approche de cela. Et puis finalement, quelque chose de positif arrive. Peut-être que je n'y arriverai pas. Il y a une haine immense entre ces deux hommes. Il parle des présidents Zelensky et Poutine. Et les soldats aussi. Peut-on imaginer que Trump se dise « je vais continuer les minerais d'un côté, mon accord avec la Russie de l'autre, mais je laisse tomber l'idée de faire un cessez-le-feu » ?
Moi, je pense que pour plusieurs raisons, c'est tout à fait possible. D'abord, lui, son intérêt, on en a déjà discuté ici, c'est des accords commerciaux, c'est de l'argent. Il n'avait pas toutes les cartes en main, et ça, je rejoins le général, il ne comprend pas forcément ni l'historique, ni la situation. On en parle beaucoup aux États-Unis, qui commencent à comprendre que les Russes ne vont pas forcément lâcher de l'Est. Il a aussi beaucoup de problèmes avec Witkoff, pour des raisons aussi en interne. Donc, il y a cette possibilité, alors qu'il a d'autres dossiers, notamment mi-mai au Moyen-Orient, qu'il lâche, on va dire, les négociations entre les deux partenaires, ou en tout cas, ça ne devient pas sa priorité numéro 1. Laissons peut-être aussi plus d'espace aux Européens. Oui, alors effectivement, il y a ce côté que les Européens se débrouillent, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'Europe. Non, parce que l'Europe n'a pas beaucoup de moyens, parce qu'elle soutient certes Zelensky, mais d'une part, elle ne peut pas remplacer en tout les Américains. D'abord parce qu'elle n'a pas les moyens de renseignement, déjà sur le plan militaire, et sur le plan politique, comme elle n'a aucun contact avec la Russie, elle ne peut pas être médiatrice. Mais pour Trump, ça pourrait lui permettre de dire, écoutez, moi j'ai essayé, j'ai tout fait, après tout c'est une affaire européenne, et ils ont échoué. Bon, en même temps, je pense qu'il souhaite avoir un accord. Il a toujours cette idée de prix Nobel de la paix. Il recherche un accord également avec l'Iran. Il recherche un accord au Moyen-Orient. Donc il peut leur dire pendant un temps, c'est de votre faute, débrouillez-vous. Mais je pense qu'il reviendra à la charge. Parce que c'est l'intérêt des Ukrainiens qui sont quand même dans une situation difficile d'avoir à un moment un cessez-le-feu et un accord de paix. Et je pense que c'est l'intérêt de la Russie. Le problème, c'est que la temporalité n'est pas la même et que la Russie, qui a le sentiment de gagner, n'est pas pressée. Mais je pense qu'elle a intérêt, elle aussi, à avoir un accord à un moment donné. Parce que Poutine, effectivement, n'a pas l'air de bien comprendre, mais je crois qu'il ne les a jamais compris dans sa carrière, les intérêts économiques à moyen et à long terme de la Russie. Lorsqu'on pensait être près d'un accord, c'est-à-dire qu'on pensait que les Russes allaient répondre oui à la proposition américaine de cessez-le-feu que les Ukrainiens avaient déjà accepté, eh bien, il y a eu une sorte de mouvement de Russes qui avaient émigré soit en Serbie, soit à Dubaï, à Abu Dhabi, les Émirats, de dire, c'est des ingénieurs hautement qualifiés en technologie, dire on va peut-être revenir en Russie travailler normalement, puisqu'il y aura des accords, normalisation avec l'Amérique. Comme la normalisation semble tarder à cause de Poutine, et Trump l'a dit extrêmement clairement, il a dit il traîne les pieds, les choses, l'expression est claire, eh bien, on a l'impression que ça n'intéresse pas Poutine. Je pense que la Russie, sur le moyen terme, a extrêmement besoin économiquement d'une résurrection. Je pense qu'elle a beaucoup perdu de ses forces vives, qu'un pays qui vit simplement sur la rente pétrolière, ça ne suffit pas. Et là, il est en train de lâcher. Il avait une occasion en or. Il perd l'occasion. Il perd une occasion en or, et c'est une grave erreur stratégique. Général. Ce qui est clair, c'est que depuis le début, quand Trump s'est imposé dans la négociation, parce que déjà avant d'être élu, il a dit donc tout le monde, du coup, ça arrangeait bien les Russes, on sait maintenant pourquoi, et ça arrangeait bien Zelensky à l'époque, l'année dernière, que Trump dise je prendrai en main cette négociation. Donc tout le monde lui faisait confiance. Bon, et puis il est apparu dès le premier jour, bien avant même qu'il soit en poste à la Maison-Blanche, qu'en fait il roulait pour Moscou. Donc il a kidnappé le processus de paix. Alors que, objectivement, les États-Unis avaient une main très forte pour imposer les choses à Poutine. Et dans leur main très forte, il y avait la notion de aider l'Ukraine à continuer s'il le fallait. Voilà. Ça peut durer très longtemps si jamais vous ne voulez pas écouter mes propositions. Mais Trump n'a jamais suivi cette ligne. Et vous Donc, avez à l'heure actuelle, il a fait plus de mal que de bien. Et il faut donc à la limite, il veut arrêter, qu'il arrête. S'il se retire, on ne sait pas à quelles conditions. C'est cette déclaration quand on lui a demandé si c'est après un cessez-le-feu. Alors encore davantage s'il n'y a pas de cessez-le-feu. Est-ce que vous continuerez l'aide à l'Ukraine? Parce que c'est ça l'enjeu. Parce que s'il retire ou s'il ne se retire pas. Et il a répondu
Je ne peux pas vous le dire. Je veux laisser cela comme un gros secret parce que je ne veux pas ruiner la négociation. Donc, il y a un doute sur le fait qu'il continue ou non l'aide à l'Ukraine. Il y a un doute aussi parce qu'on oublie quand même qu'il y a beaucoup de calculs en politique interne, que les élections de mi-mandat arrivent et qu'il avait promis moins de guerre, moins d'intervention à l'extérieur et qu'il y a une partie de sa base qui n'est pas très content de l'aide, que ce soit à l'Ukraine ou même à l'Israël, et qu'il commence à réfléchir déjà sur les élections de mi-mandat. Ils font beaucoup de travail sur certains États, la Géorgie notamment, et au Kentucky, et ça aussi, ça fait partie de ces calculs.